Donc j'ai le plaisir de vous présenter l'entrepôt BNDMR. Donc je suis Anne-Sophie Janot, je suis médecin de santé publique, je travaille à l'hôpital Pompidou et donc je suis référente médicale pour la BNDMR. Donc l'entrepôt, vous vous demandez tous qu'est-ce que c'est. Donc l'entrepôt, c'est donc une infrastructure qui est dédiée à la recherche, aux études dans le domaine de la santé et qui vont permettre la mise en œuvre des politiques de santé qui sont prévues dans le plan national maladies rares. Donc, et surtout, qu'est-ce que contient l'entrepôt ? L'entrepôt, il contient les données de chaque BAMARA dans chaque hôpital. Donc, comme l'a expliqué Céline tout à l'heure, il contient donc les données qui sont saisies directement dans l'application BAMARA quand elle est déployée en mode autonome. BAMARA contient aussi les données de CEMARA qui ont été mises dans son application. Et puis, pour les établissements qui sont en mode connecté, les données recueillies directement dans le dossier patient informatisé. Et puis, on l'espère, eh bien, des sets de données minimum provenant de bases de données externes. Donc ça, c'est en cours. Et donc, BAMARA, il contient donc les sets de données minimum. Et donc, il est déployé dans chaque établissement. Et donc, il y a un BAMARA par établissement. Et l'entrepôt BNDMR, il va contenir, il n'est pas encore créé, l'ensemble des informations contenues dans les BAMARA de chaque établissement. Et ces données, elles vont être déidentifiées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déidentifier ? Ça veut dire qu'on va enlever des données BAMARA, les noms, prénoms des patients, les informations très identifiantes comme le numéro d'identification patient des hôpitaux, le numéro de dossier BAMARA. Si à terme on met le numéro national de santé, il sera enlevé. Et puis ce qui va être aussi enlevé, c'est les identifiants des personnels qui auraient pris en charge ces patients, donc leur nom et prénom. Donc cet entrepôt, il n'est pas encore créé. Pour le moment, on est dans une phase de demande de constitution de l'entrepôt et donc on va déposer à la CNIL un dossier de demande d'autorisation constitutive. Donc ça, c'est la première étape qui est nécessaire pour la constitution de tout entrepôt. Et au premier trimestre de l'année prochaine, on va monter techniquement l'entrepôt de la BNDMR et il sera fonctionnel au deuxième trimestre 2019. Et on espère fournir le premier rapport annuel public de la BNDMR à la fin de l'année prochaine. Donc, quelques rappels sur la gouvernance de la BNDMR. Donc, la DGOS a mis en place un comité de pilotage national qui sert à superviser, à décider des évolutions de la BNDMR, à fixer le calendrier, le budget. Et donc, il est présidé par la DGOS. Il comprend 3 représentants de l'État, 9 représentants institutionnels et un représentant de la PHP. La DGOS a aussi mis en place un comité scientifique national, donc, qui est présidé par le professeur Xavier Jeune-Maître, qui comprend 9 membres et qui définit les orientations scientifiques et la gouvernance des données. Donc, la DGOS, ensuite, donc ça c'est la gouvernance. La DGOS ensuite a fait une convention avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc cette convention a eu lieu en 2015 et elle a confié la maîtrise d'œuvre à la PHP. Donc la PHP a mis en place une cellule opérationnelle avec 10 personnes actuellement et cette cellule opérationnelle, elle est appuyée par la direction des infrastructures qui permet d'assurer la sécurisation et l'hébergement des données et elle est aussi appuyée par la direction des affaires juridiques qui l'aide sur tous les aspects réglementaires. Et ensuite, donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Céline, une convention cadre a été faite entre cette cellule opérationnelle BNDMR et tous les hôpitaux partenaires. Donc, la qualité des données, quand on monte un entrepôt de données, est primordiale. C'est pour ça que la BNDMR a mis en place différentes mesures pour assurer une qualité optimale des données qui seront collectées dans l'entrepôt BNDMR.
Tout d'abord, il y a un programme d'assurance qualité qui a été mis en place au sein de chaque établissement partenaire. Et donc il y a eu des formations pour les utilisateurs de Bambara et des guides d'utilisateurs et des tutoriels vidéo qui ont été réalisés par la cellule opérationnelle pour aider les utilisateurs à compléter Bambara. Je pense que vous les connaissez bien pour ceux qui utilisent Bambara. Ensuite, il y a un programme sur l'identitovigilance. Donc c'est très important parce que pour pouvoir suivre des patients et quantifier la prévalence des maladies rares ou d'une pathologie donnée, c'est très important de ne pas avoir de doublons. Or, comme vous le savez, dans les hôpitaux, eh bien, on a beaucoup de problèmes d'identitovigilance et donc il y a un programme qui a été mis en place à la fois au sein de chaque Bambara, mais aussi entre établissements. Et ça, c'est permis du fait que les données de chaque Bambara sont collectées dans l'entrepôt données et donc il y a un moment où elles sont réconciliées. Ensuite, en termes de qualité des données, il y a des contrôles de cohérence. Donc ça, c'est des contrôles qui sont définis par le comité scientifique et le comité de pilotage et qui sont réalisés lors de la saisie des données. Donc vous avez des alertes qui apparaissent quand les données que vous rentrez ne sont pas conformes. Et ça permet de faciliter la réexploitation des données ultérieures. Et puis, enfin, va être mis en place des campagnes d'amélioration in situ. Donc, la cellule opérationnelle, la BNDMR, va organiser sur place des campagnes pour vérifier des dossiers, voir comment la qualité peut être améliorée avec le support donc, des départements d'information médicale. Donc, comment va être alimenté l'entrepôt de la BNDMR? Alors, il ne va pas être alimenté en temps réel, c'est-à-dire il va être alimenté une fois par mois. Donc, il va y avoir chaque mois, depuis chaque Bambara, un transfert sécurisé vers l'entrepôt BNDMR. Et avant que les données soient intégrées dans l'entrepôt, il va y avoir ce processus de déidentification et aussi d'identitovigilance pour essayer de limiter les doublons. Et quand un potentiel doublon va être détecté, on va faire une notification aux cellules d'identitovigilance des établissements. Donc, l'entrepôt de la BNDMR, je vous ai dit, il contient les sets de données minimum qui proviennent de Bambara. Mais il va contenir d'autres informations qu'on va collecter à partir de l'adresse des patients. Notamment, alors on voit bien, oui, notamment les données sur l'environnement socio-économique, parce qu'à chaque patient va correspondre un domicile, donc une adresse, et à cette adresse, pour cette adresse, l'INSEE nous fournit tout un tas d'informations sur le taux de chômage, le nombre de personnes par logement et ainsi de suite. Et donc ces informations, on va pouvoir les mettre directement dans la BNDMR, puisque c'est des informations qui sont des proxy du milieu socio-économique dans lequel évoluent les patients qui seront dans l'entrepôt. Et puis, alors ça c'est surtout, c'est là où les données vont être extrêmement enrichies, c'est qu'on va pouvoir créer un entrepôt enrichi avec les données du système national de données de santé. Donc, qu'est-ce que c'est que le système national de données de santé ? Ce sont le regroupement d'un certain nombre d'informations de santé de l'ensemble de la population. Donc on a tous les remboursements de ville, donc c'est la base SNIRAM. On a la base de données PMSI que vous connaissez donc au sein des établissements. Donc cette base de données, elle contient les actes, les comorbidités des patients et l'ensemble des diagnostics qui ont été codés pendant les hospitalisations avec des dates approximatives d'hospitalisation. Et puis aussi, ce système national de données de santé, il contient les données sur le statut vital des patients et les données sur les causes de décès des patients, puisqu'il intègre aussi la base nationale CEPI-décès. Donc, pour chacun des patients de la BNDMR, on va pouvoir récupérer l'ensemble de leur parcours de soins, mais aussi leur pronostic. Et ça va être mis en place dans un entrepôt pour lequel on est en train de faire une demande d'autorisation spécifique et avec pour finalité de faire des indicateurs
Et ces indicateurs, par exemple, ce sera le coût des maladies, le pronostic le coût de chaque maladie, le pronostic des patients. Donc on va se retrouver avec de très grandes possibilités d'avoir une vision très fine de chaque maladie. Donc, ensuite, la durée de conservation des données, eh bien, elle est très large, elle est de 100 ans. Alors, c'est bien au-dessus des durées de conservation habituelles des données de soins. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour certaines maladies, on a un très petit nombre d'individus par génération démographique. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs générations pour pouvoir commencer à avoir une vision de ces maladies. Et donc, ça permettra d'avoir un nombre significatif de cas pour l'ensemble des maladies. Et donc, ça fait partie des objectifs de la mission BNDMR. Alors, maintenant, sur la protection des données, donc Madame Lapointe en a parlé, c'est un point très important de pouvoir protéger les données et de pouvoir informer les patients sur sur l'utilisation, la réutilisation de leurs données pour la recherche. Donc déjà, l'entrepôt BNDMR ne contient pas de données directement identifiantes. Et donc l'identifiant qui est utilisé dans la BNDMR, c'est ce qu'on appelle l'identifiant maladie rare, et il est produit par un hachage. Donc un hachage, c'est un algorithme qui, à partir des traits d'identité, va générer un nombre particulier, et on n'a pas possibilité, avec cet algorithme de hachage, de revenir au trait d'identité à partir du numéro qui est sorti de cet algorithme. Et donc, il n'y a pas de réidentification possible via l'entrepôt. Si vous voulez réidentifier des patients, vous êtes obligé de passer par les applications Bambara Source. Donc, pour ce qui concerne la protection des données, en conformité aussi avec le règlement général sur la protection des données, on est en train de faire une étude d'impact sur la vie privée, donc c'est obligatoire. Et les données sont aussi protégées puisqu'on bénéficie de l'infrastructure de la PHP et donc il y a un hébergeur agréé de données de santé. Donc maintenant le gros point sur l'information des patients, puisque là on va réutiliser leurs données de soins et donc cette réutilisation, il faut qu'ils s'en soient informés individuellement, c'est ce que prévoit la réglementation. Et donc l'information individuelle doit se faire à travers donc, une mention spécifique dans les livrets d'accueil, et puis une campagne d'information, affichage, prospectus, mais ça passe aussi par l'information de chaque professionnel de santé aux patients sur le fait que leurs données vont être réutilisées. Il y a donc une responsabilité des établissements partenaires dans cette information individuelle. Et conformément aussi à la réglementation, à ce que demande la CNIL, on va tenir à disposition des patients une page de transparence avec une liste des études qui sont menées, en cours ou terminées, et puis les informations sur ces études, c'est-à-dire un résumé, l'investigateur, les coordonnées de l'investigateur principal et les dates de cette étude. Donc, les droits des patients, lorsqu'on collecte des données dans un entrepôt de données à des fins de réutilisation pour la recherche, les patients ne signent pas un consentement individuel, ils sont informés individuellement, mais ils ont un droit d'opposition à la réutilisation de leurs données. Et donc, il faut mettre en place une procédure qui leur permet de faire valoir leur droit d'opposition. Et cette procédure, elle va être mise en place par la cellule opérationnelle de la BNDMR. Donc il y aura les coordonnées de cette cellule qui vont être fournies à chaque patient, qui pourront donc exercer leur droit d'opposition. Donc la BNDMR derrière s'engagera à fournir des données uniquement des patients qui ne se sont pas opposés à la réutilisation de leurs données de santé. Et juste une petite particularité, c'est que les patients ne peuvent pas s'opposer à certains traitements, notamment ceux nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public. C'est la loi. Donc maintenant, les cas d'utilisation, alors le professeur Jeanne-Mette va en parler après, donc rapidement. Donc, dans les cas d'utilisation, il y a le rapport annuel, donc on va fournir à partir d'une liste d'indicateurs, et vous verrez, on va vous demander de
participer à l'élaboration de cette liste d'indicateurs pour qu'elle corresponde au mieux à vos attentes. Et puis, on va aussi, puisqu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de centres, tous les indicateurs ne pourront pas être dans le rapport annuel. Et donc, on va pouvoir aussi fournir des indicateurs à la demande. L'entrepôt servira aussi à réaliser des études de faisabilité pour des essais cliniques. Notamment, on pourra répondre à la question combien de patients peuvent répondre à des critères d'inclusion précis. On pourra aussi réaliser des tests d'appariement, donc à partir d'une liste de patients, savoir quels sont les patients qui sont effectivement présents dans l'entrepôt et quelles informations on dispose sur ces patients, de quelles informations on dispose sur ces patients. Et puis, on peut bien sûr réaliser des études épidémiologiques et puis surtout grâce au lien avec le SNDS, des analyses médico-économiques. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions.